bonjour à tous. Et nous allons entamer cet après-midi qui va être consacré à l'audition de 4 intervenants avec une première partie consacrée à 2 interventions plutôt axées sur l'aspect régionaliste de l'art décoratif et une deuxième partie de la journée qui sera consacrée plus à des aspects monographiques avec une thématique sur l'architecture et décoration des façades, avec l'étude d'un bâtiment civil et d'un autre bâtiment religieux, celui-là. Donc, comme ce matin, nos intervenants auront une trentaine de minutes pour s'exprimer, je vais être impitoyable avec le temps, bien entendu, et nous aurons, à la fin des 4 interventions, nous aurons un temps pour poser des questions à nos 4 intervenants. Donc je vais passer la parole tout de suite à notre premier intervenant, Monsieur Jérémy Serment, qui vient de l'Université d'Artois. En tant que membre de l'Université de Picardie-Jules Verne, j'ai beaucoup de plaisir à l'accueillir. Et donc Monsieur Serment est membre du laboratoire CRES, donc spécialisé en histoire et donc en histoire de l'art, et qui va nous parler, comme vous le voyez à l'écran, de l'art déco et du régionalisme à propos du pavillon de la Picardie à l'exposition internationale des arts et des techniques dans la vie moderne de 1937. Vous avez la parole. Merci beaucoup et bonjour à tous. Alors je tiens tout d'abord à remercier vivement la Société des Antiquaires de Picardie, les organisateurs de ce colloque pour leur invitation à intervenir aujourd'hui. Toutefois, lorsque j'ai été sollicité pour intervenir, je n'avais pas été amené jusque-là à beaucoup travailler sur la Somme et donc je vous demanderai aussi une certaine indulgence puisque peut-être que je vais évoquer un certain nombre de noms aujourd'hui pour des personnalités que vous connaissez tous très bien et que moi je connais assez peu, mais ce sera l'occasion d'échanger. Et puis en tout cas, si j'ai eu l'idée de proposer une intervention sur le pavillon de la Picardie à l'exposition internationale de 1937, c'est aussi parce que mes travaux antérieurs, à certaines reprises, m'avaient mené à m'intéresser d'une part à cette exposition précisément, pour d'autres contextes, et puis d'autre part à m'intéresser au lien entre art déco et régionalisme. C'est en particulier le cas pour un texte fourni assez récemment pour le catalogue de l'exposition L'art déco des régions, modernité méconnue, exposition qui a ouvert ses portes il y a à peu près 2 semaines au musée de Valence, et je vous invite tous à vous y rendre. Une exposition qui, à mon avis, par sa thématique, est l'une des plus innovantes parmi les diverses manifestations actuellement en lien avec le centenaire de 1925. Et dans cette exposition et ce catalogue, dont le sujet est finalement très large en fait, comme l'est le territoire français, force est en effet de constater que d'une part, la place accordée au territoire qui nous intéresse ici est presque inexistante, et d'autre part que l'exposition internationale de 1937 dont je vais vous parler, et donc son fameux centre régional qui va nous intéresser, en fait n'est que très peu évoqué, et puis bon, le contexte est celui du centenaire de 1925, et ils ont dû faire des choix. Ce centre régional dont je vais vous parler, pourtant, s'inscrit bien dans la continuité même des développements importants de ce goût régionaliste de l'entre-deux-guerres, dont on a déjà commencé à parler, et donc plusieurs pavillons régionaux à l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de 1925 se faisaient l'écho, tout comme bien des publications dans l'entre-deux-guerres, parmi lesquelles l'une des plus notables est certainement le recueil de planches en 3 tomes, publié par Charles Le Trône entre 1923 et 1926, sous le titre « Murs et toits pour les pays de chez nous ». En plusieurs centaines de planches, celui-ci propose des exemples caractéristiques de différents types de programmes architecturaux pour les différentes régions, mairies, écoles, gendarmeries, fermes, etc. Et peut être vu comme une véritable anthologie du régionalisme. Vous avez ici 2 exemples seulement, avec donc une vue d'une auberge dans la Somme et le plan d'une ferme en Picardie.
Dans l'entre-deux-guerres, les décorateurs, les ensembliers, comme on les appelait également, s'emparèrent également dans certains cas de cet intérêt avec la composition d'intérieur qui mêle le goût rustique et le style que l'on appellera ultérieurement art déco. Le terme d'art déco, vous le savez, n'existe pas à proprement parler dans l'entre-deux-guerres. Exemple parmi bien d'autres, l'un des plus célèbres certainement, c'est celui de Jacques-Émile Roullmann au Salon des artistes décorateurs de 1932, avec ce rendez-vous des pêcheurs de truites, où les sièges paillés et l'usage de briques côtoient le luxe de meubles aux lignes plus modernes. Cet intérêt va également de pair, bien souvent, avec une volonté de revalorisation des métiers d'art qui relève de plus en plus dans les années 30 d'une défense d'un art national qui passe par la mise en exergue des particularités provinciales en termes de savoir-faire. L'exposition internationale de 1937 témoigne justement, c'est bien connu à l'échelle internationale, d'une exacerbation aussi des nationalismes, dont le face-à-face entre le pavillon d'Allemagne nazie et le pavillon soviétique est resté emblématique. Alors que la manifestation est plus précisément dénommée Exposition internationale des arts et des techniques dans la vie moderne, appliquée à la vie moderne, aussi elle est traversée d'une tension esthétique entre, d'une part, un parti pris moderniste, relevant de ce qu'on a appelé aussi le style international, dont témoignent des pavillons comme celui de l'électricité et de la lumière par Robert Louis Stevens, et d'autre part des édifices toujours d'inspiration classique, comme ceux que vous avez ici, donc une inspiration classique comme ces deux pavillons, pardon, mais on a aussi ce régionalisme qui va être l'objet de notre propos. Ainsi, cette vue photographique en couleur sur les sections étrangères de l'exposition, située sur la colline de Chaillot, cette photo-là fut prise par Fernand Valdet depuis le centre régional. Centre régional qui était composé de 27 pavillons régionaux construits dans un espace triangulaire de 5 hectares entre l'avenue de Suffren et la Seine, et qui devait contribuer à la revalorisation des productions et coutumes des différentes régions de l'Hexagone. Ainsi, dans son rapport général, publié à l'issue de la manifestation, son commissaire général, Edmond Labbé, rappelle: la petite exposition de chaque province devait présenter tous les aspects de la vie de la région, ses artisans, ses artistes, ses écrivains, ses savants, ses cuisiniers, ses danseurs, ses musiciens, dans sa variété quasi infinie, dans sa richesse quasi inépuisable. Alors, pris dans son ensemble, ce centre régional a notamment été étudié par une chercheuse américaine, Shani Peer, et on peut renvoyer à l'article qu'elle a publié sur le sujet en 1999 dans la revue Le Mouvement Social. Elle a également publié un ouvrage dans les mêmes années. Et cette chercheuse américaine relève notamment que, je cite, conçu en partie en réponse à la standardisation et à l'uniformisation croissante de la société moderne, le centre régional tentait de résoudre les tensions entre traditionnalisme et modernité dans la France de l'entre-deux-guerres. Plus globalement, les travaux de Shani Peer ont cherché à montrer que l'attachement de la France aux racines provinciales et au folklore ne devait pas être uniformément interprété comme réactionnaire ou anti-moderne, mais qu'au contraire, il était question de se moderniser tout en préservant son identité propre, en somme, de tenter une synthèse entre tradition et innovation. Son propos ne s'est cependant pas vraiment concentré sur tel ou tel des 27 pavillons édifiés pour ce centre régional. Peu de pavillons du centre régional, du reste, ont été l'objet d'études individuelles, c'est encore un grand chantier de recherche, je pense, et signalons malgré tout la publication assez récente, en 2024, dans Patrimoine du Sud, un article consacré au pavillon du Roussillon. En tout cas, en ce qui me concerne, en proposant ici un focus sur le pavillon de la Picardie, localisé là où je vous ai mis donc une flèche dans la diapositive, l'idée est de s'interroger sur la place occupée par le goût moderne, avec des guillemets, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui l'art déco, au sein d'un ensemble ancré dans la revalorisation des coutumes régionales, et en somme, pour la définition de ce qui relèverait d'un, guillemets là encore, style régional moderne. Commençons par souligner qu'au sein du programme établi, la Picardie porte le numéro 1 bis, comme indiqué dans la carte que je vous montre ici.
Mais ce programme, en fait, avait été amené à évoluer au fil du temps, et si initialement une classification provisoire en 17 régions avait été établie, des bis et des terres vinrent s'y intégrer pour en arriver finalement au nombre de 27 pavillons. Ainsi, non sans étonner, la région numéro 1 au départ concernait le Nord, incluant à la fois les régions de Flandre, d'Artois, du Boulonnais et de la Picardie. En mars 1935, un concours avait du reste été ouvert en vue de désigner les architectes des pavillons de chaque région. Au mois d'avril toutefois de cette même année 1935, au cours du congrès d'art régional organisé à Paris par l'Union corporative de l'art français, qui avait été chargée par le commissaire général Edmond Labbé de l'organisation des sections provinciales à l'exposition, des représentants de l'Aisne et de la Somme avaient obtenu d'être considérés comme une entité séparée donc des Flandres et de l'Artois, et donc d'avoir leur propre pavillon, qui devait donc former la région 1 bis. C'est le Saint-Antinois Gaston Nidy, par ailleurs vice-président de la Société industrielle de Saint-Quentin et de l'Aisne, qui est désigné président du comité régional de Picardie de l'exposition et qui a donc la responsabilité de ce nouveau programme. Parallèlement à la scission régionale que je viens d'évoquer, les délibérations du jury avaient déjà désigné les lauréats du concours pour la réalisation de la première région initiale du Nord, et parmi ces lauréats d'ailleurs, aucun architecte de l'Aisne et de la Somme ne figurait. Il apparut alors comme impossible d'ouvrir un nouveau concours pour la désignation des architectes du pavillon de la nouvelle région 1 bis, donc de la Picardie, et c'est pourquoi le comité de la région 1 bis décide finalement, lors de sa séance du 19 juin 1935, je cite, que la désignation des architectes chargés de la construction du pavillon ne serait pas faite par voie de concours, mais que cette étude serait confiée aux architectes qui, dans les deux départements, avaient participé au concours officiel pour la région numéro 1, de laquelle faisait partie primitivement l'Aisne et la Somme. Alors l'un des candidats malheureux du concours du côté de l'Aisne était par exemple Louis Guindet de Saint-Quentin, avec ce projet dont j'ai retrouvé une rare reproduction photographique dans les archives, et ce projet, au moment de la scission, fut considéré d'ailleurs par Charles Le Trône, architecte en chef de l'exposition, comme ne correspondant pas vraiment aux attentes. Car c'est aussi qu'il s'agissait d'élaborer avant tout un projet commun. Les architectes et cabinets d'architecture désignés furent donc, d'une part, du côté de l'Aisne, ceux de Jules Ardouin et Fils et de Louis Guindet, tous deux de Saint-Quentin, et d'autre part, du côté de la Somme, ceux de Claude Dory et Fils, de Pierre Dufaux et Fils, de Marcel Beaubois, de Maurice Grelet et de Jean Didet, tous les 5 à Amiens. Et c'est donc un regroupement de pas moins de 7 cabinets d'architectes qui se retrouvent à collaborer pour ce pavillon, et dont on retrouve ici la liste, vous voyez, en signature de cette élévation, et qui vont parfois se désigner en signature d'autres documents sous l'appellation « les architectes picards ». Dans une convention passée entre ces architectes, datée du 15 mars 1936, il est décidé dans un but de simplification administrative, financière et technique, que c'est donc Pierre Dufaux qui serait chargé de représenter à Paris le collectif d'architectes, et donc de servir de relais avec les services d'architecture de l'exposition à Paris et avec le commissaire régional, c'est-à-dire Gaston Nidy. C'est ici que j'en viens du reste à la question des sources qui permettent l'étude de ce pavillon, puisque les documents que je vous montre ici viennent des archives nationales. De fait, les archives nationales conservent un fonds assez colossal, on peut dire, relatif à l'exposition internationale de 1937, où je savais que j'allais pouvoir trouver des éléments sur le pavillon de la Picardie. Bien que ceci soit lacunaire, on y trouve, outre de nombreux documents écrits, des plans et des élévations, comme celle que je vous montre ici, mais on y trouve également, je vous en montrerai ensuite, de rares photographies, non seulement de l'extérieur, mais surtout de l'intérieur, on y reviendra. Les plans permettent en tout cas de constater l'évolution des projets. Ces documents-ci, ces élévations sont datés de juin 1936. En outre, certains de ces documents se retrouvent et ou sont complétés grâce à un autre fonds d'archives que je n'ai pu consulter que très récemment, et heureusement d'ailleurs, qui est le fonds de l'un des architectes concernés, Maurice Grelet,
fonds qui est entré aux archives départementales de la Somme il y a quelques années seulement, je crois pendant le Covid, et qui n'est pas inventorié et auquel il m'a été donné accès à titre exceptionnel sur le site annexe des archives départementales. J'y reviendrai, mais j'en profite déjà pour adresser mes sincères remerciements à Ludovic Kaczynski pour l'accueil qui m'a été réservé sur le site annexe. De ce fonds, je vous montre par exemple cette composition, peut-être pour une affiche, un panneau ou pour une couverture, et qui comporte de nouveau, vous le voyez, une signature collective. Alors, la documentation interroge bien sûr sur le mode de travail collaboratif des architectes et sur l'apport de chacun au projet final dont on trouve dans cette représentation certaines des grandes lignes, mais qui ne correspondent pas encore vraiment tout à fait à l'édifice finalement construit, dont témoignent des photographies d'époque qui nous sont parvenues dans différents contextes. Vous remarquez en particulier ce pignon à gradins qui n'apparaissait pas dans le document que je vous montrais juste avant, mais qui apparaît ici et qui était évidemment vu comme caractéristique de l'architecture de l'Europe du Nord au point de devenir une sorte de topos architectural. Concernant la description de ce programme, on peut aussi se référer au document intitulé « Thème de la participation de la région 1 bis Picardie », document rédigé par donc, le commissaire régional Gaston-Midi, daté de novembre 1936, décrivant donc une architecture au volume simple, je cite, aux grandes surfaces unies, où domineront les hautes portes rectangulaires des aires de grange et les pignons blancs et à couteaux de briques. Il est question d'un beffroi, tel que ceux, je cite toujours, que l'on rencontre dans les gros bourgs de Picardie. Les couleurs dominantes sont également données, le blanc des torchis des maisons de la Ménois, avec leur soubassement noir ou brun, le rouge varié des briques, la décoration des briques noires de la Thiérache. Alors que ce soit dans la presse, sous la forme de cartes postales ou de photographies retrouvées ici et là, on a donc différents témoignages visuels de cet aspect extérieur du pavillon, même si l'on s'aperçoit qu'il n'est pas forcément évident de réunir des documents qui permettent de le visualiser entièrement et de façon détaillée. Je vous montre en tout cas ici deux vues d'une autre phase donc, du beffroi, qui, comme vous le remarquez, était ornée de blasons de différentes villes des départements de l'Aisne et de la Somme, qui avaient subventionné en l'occurrence ce pavillon. Cette vue en couleur permet en outre de voir la partie du pavillon non visible dans les clichés précédents, qui jouxte directement le pavillon de la région 1, Flandre, Artois et Hainaut. On y remarque notamment ce bas-relief qui surmonte l'entrée de la partie du pavillon donc dévolue au tourisme, sculpture de l'artiste saint-quentinois Gabriel Giraudon, qui était également peintre, qui avait été prix de Rome en 1912. Dans les archives, une photographie, dans les archives nationales, une photographie de ce qui semble en fait être une maquette, une autre version, nous permet d'en avoir une vision plus précise, avec ces personnifications féminines des deux départements de la Somme et de l'Aisne. Sont également représentées les cathédrales d'Amiens et de Laon, et l'on remarque que l'Aisne porte un tableau, un autoportrait bien connu de Maurice Quentin de la Tour, gloire locale de Saint-Quentin. Alors si cette sculpture demeure d'un certain classicisme, aussi apporte-t-elle, à n'en pas douter, une touche un peu plus contemporaine à ce pavillon qui demeure globalement très marqué d'un goût régionaliste. Et si on compare d'ailleurs ce pavillon de la Picardie à d'autres pavillons du centre régional, aussi rentre-t-il certainement dans la catégorie des plus traditionnels, toujours avec des guillemets. Alors qu'en est-il dès lors de l'art déco qui nous intéresse? Faut-il donc aller voir à l'intérieur de ce pavillon? Le problème est que la documentation sur l'aménagement intérieur de ce pavillon demeure très rare. À quelques exceptions près, que j'évoquerai, la presse n'en reproduit que des vues extérieures, et notamment au moment de l'inauguration du pavillon, inauguration qui, soulignons-le, a lieu aussi tard que le 23 juillet 1937, alors même que l'exposition était ouverte depuis le mois de mai. De manière générale, les travaux du centre régional avaient pris beaucoup de retard. On saisit également dans cette coupure de presse l'écart esthétique entre notre pavillon et, par exemple ici, celui du Brésil, d'une esthétique bien plus moderne. Afin d'envisager l'organisation et l'aménagement intérieur de l'édifice, ne serions-nous réduits qu'à nous contenter des plans comme ceux que vous avez là,
et des descriptifs du thème du pavillon que l'on retrouve dans les archives. Alors non fort heureusement, en particulier car, comme je le disais, toute une série de tirages photographiques est conservée dans le fond des archives nationales, que je vais vous montrer assez vite faute de temps. Je n'aurai pas le temps de décrire le pavillon dans le détail, aussi parce que beaucoup de travail, c'est un peu un work in progress ici, car beaucoup de travail reste à accomplir. J'ai un peu, comme je le disais à certains d'entre vous, mis le pied dans la porte et voilà, c'est une première phase de recherche. Mais j'aimerais ensuite, donc je vais d'abord présenter rapidement ce pavillon et pour terminer, je ferai un focus sur l'un des espaces les plus intéressants pour mon propos. Ainsi, la visite débute en entrant par exemple par l'entrée principale qui donne accès à la salle du textile. Évidemment, production textile évidemment considérée comme essentielle de la production picarde depuis la période médiévale. Les travaux y étaient regroupés par chambres syndicales, tulle, guipure, velours, cotonnade. On les présente en fonction de leurs diverses applications. Et ici, vous avez une vue un peu plus parlante de cette salle des textiles où la part belle est faite aux vêtements avec une présentation sur mannequin. Surtout pour ce qui nous intéresse, on remarque ici un parti pris plus moderne dans l'aménagement et la décoration, avec d'une part les colonnes qui sont rendues visibles ici, et puis d'autre part on aperçoit des frises décoratives peintes en partie supérieure. Vous pouvez également les apercevoir ici, des peintures qui, dans le goût de l'époque, qui est loin ici d'être avant-gardiste certes, mais qui apporte davantage de modernité à l'ensemble. Alors en fait, la difficulté, pour ce que ces photographies nous laissent voir, reste d'entreprendre un travail d'identification de ces œuvres. On va en trouver ici et là, on va en trouver également ici dans les salles dévolues à l'artisanat, où la présentation d'objets issus de ces activités côtoie les représentations peintes de ces métiers. Et en ce qui concerne l'identification des œuvres, notons que l'on ne peut pas se cantonner au nom que l'on trouve effectivement dans la publication officielle, qui est le catalogue général officiel de l'exposition de 1937, car cette liste ne semble pas comporter les noms des artistes qui ont réalisé les peintures décoratives. Plusieurs noms se trouvent en revanche dans les archives que j'ai consultées, notamment dans des listes de comptes, mais il reste encore à les associer aux peintures correspondantes. Il s'agit en l'occurrence de Paul-Émile Flamand, Mademoiselle Massé, Monsieur Séné, Mademoiselle Boucher, Henri Le Rondeau, Benoît Desprez, etc. Les peintures que l'on distingue dans les vues conservées ne sont évidemment pas représentatives de toutes celles qui furent exécutées. Ces photographies, malheureusement, ne nous montrent pas le pavillon en son intégralité. Dans le cas de Benoît Desprez, les archives comportent des photographies de plusieurs esquisses qui ont été envoyées par l'artiste, dont seule celle que je vous montre ici avait été acceptée. D'autres peintures se retrouvent ailleurs, comme ici, au-dessus du stand de la Société industrielle de Saint-Quentin et de l'Aisne, dans la section consacrée à l'enseignement technique, où la question de l'innovation de l'industrie apparaît comme un contrepoint aux présentations artisanales que j'évoquais juste avant. Ainsi trouve-t-on clairement dans le pavillon un dialogue entre le passé, l'histoire et une dimension plus contemporaine. Ainsi en est-il également à l'étage du pavillon, où l'on trouve à la fois une section dévolue aux moyens de transport, et en particulier à la conquête de l'air, avec des évocations de pionniers de l'aviation comme les frères Gaston et René Caudron, nés à Favières dans la Somme, ou encore de l'ingénieur aéronautique Henri Potet, lui aussi de la Somme. Donc ce type d'évocation de la société contemporaine, contrebalancée par cette, on va dire, plus historique et classique galerie, plus pittoresque également dans les peintures exposées, galerie dévolue aux arts, réservée donc aux artistes et œuvres inspirées de la région. Le caractère finalement très hétérogène sur le plan esthétique du pavillon se retrouve dans cette salle située a priori au premier étage, où de part et d'autre d'un panneau donnant la liste de diverses personnalités de l'Aisne et de la Somme, comme l'officier et ingénieur Jean-Baptiste Vaquette de Gribeauval ou encore le peintre Léon Lermite, sont placées deux grandes peintures décoratives. L'une, ici à gauche, représente la Somme
sur un mode allégorique accompagné de portraits de personnalités locales. On y reconnaît notamment de nouveau Maurice Quentin de la Tour. Ce panneau, vous en rendez compte, est stylistiquement bien conservateur, si bien d'ailleurs que certains documents d'archives montrent qu'il fut sujet à certaines discussions au sein du comité général d'admission. Ce membre-là, il était dû à deux artistes qui étaient d'ailleurs amis, donc Gabriel Giraudon de nouveau et Arthur Midy, qui était le frère de Gaston Midy, commissaire du pavillon de la Picardie. Pour l'autre panneau, afin donc de représenter la Somme, la peintre Pauline Peunier choisit plus simplement la représentation de la vie rurale avec une scène qui, sans être non plus avant-gardiste, est stylistiquement plus contemporaine, d'une un peu plus grande modernité. J'en profite pour lancer ici un appel, évidemment, pour retrouver cette œuvre de Peunier et peut-être d'autres peintures que vous avez vues dans les photographies précédemment, puisque d'après les documents d'archives retrouvés aux archives départementales de la Somme, à la suite de l'exposition et de la destruction de ce pavillon, il a été question que les diverses peintures décoratives créées rejoignent les diverses collectivités qui avaient subventionné sa construction. On apprend, début 1938, que le maire d'Amiens se montre intéressé, entre autres, par cette peinture de Peunier. Donc les investigations restent à mener, mais il n'aura peut-être pas échappé à certains d'entre vous que ces photographies montrent aussi une réalisation, quant à elle, bien identifiable et toujours conservée, à savoir les fonds baptismaux de l'orfèvre et graveur d'Abbeville Jean Sgard, conçus pour l'église Saint-Jacques d'Abbeville, inscrits au titre des monuments historiques. Alors je ne suis pas tellement au fait, il me semble qu'ils étaient en cours de restauration, je ne sais pas si cette restauration est désormais achevée. Quoi qu'il en soit, si ce pavillon de la Picardie fait part de la coexistence d'inspirations finalement très diverses, aussi est-ce finalement au sein d'un espace spécifique auquel je vais consacrer la dernière partie de ma présentation qu'une forme de synthèse entre le vernaculaire et le présent semble être formulée. De fait, au regard de ce que j'ai pu trouver, cet espace aurait sans doute mérité, je crois, une intervention lui étant entièrement et uniquement consacrée. Alors, il s'agit d'une grande pièce qui était installée au rez-de-chaussée dans la continuité de la section artisanale, et il était ici question de la réalisation d'une pièce, je cite, « où l'on vit dans un pavillon en campagne picarde ». C'est un programme qui a été l'objet d'un concours remporté par l'architecte décorateur amiénois Maurice Grelet et le Saint-Quentinois Paul Seret. Alors Paul Seret qui était ensemblier, mais qui était également co-dirigeant des grands magasins Seret Frères à Saint-Quentin. Je vous montre ici une vue de la salle à manger. Alors le concours était soumis, au moment où le concours est lancé, il est soumis à un programme imposé, auquel donc, ont répondu les deux hommes que j'évoquais. Et donc ce programme imposé, je cite, « Cette pièce sert d'habitation habituelle à la famille tout entière. Chacun y a son coin personnel. Madame y reçoit et s'occupe de ses enfants, y travaille, y fait de la musique. » Je vous montre ici le coin de Madame. Monsieur s'y repose au retour de ses occupations. Il y reçoit ses invités de chasse et de pêche. Vous avez donc ici le coin de Monsieur. Je poursuis. Les enfants y font leurs devoirs et s'y amusent. Donc tout un programme en effet. Et donc je vous montre ici ce coin des enfants. Alors je pense que ce coin des enfants c'est intéressant. Je n'ai pas retrouvé de photographie aux archives nationales, mais on connaît heureusement ce coin des enfants grâce à cet article. Cet article publié donc, dans Maison pour tous en 1938. Et en fait cet espace est du reste le seul pour lequel j'ai retrouvé donc, quelques vues intérieures du pavillon à être publiées dans la presse. Alors l'auteur de cet article ici évoque notamment une salle comportant un plafond bas avec gîtage apparent à pavage de briques, satisfaisant aux usages et aux conforts actuels et dont les meubles avaient été réalisés par des artisans régionaux alliant le respect de la tradition à la technique moderne. Donc, vous voyez, cette synthèse régionalisme style moderne n'est en fait pas due vraiment au hasard. Et en fait, les archives Maurice Grelet, auxquelles j'ai donc eu accès, nous en apprennent davantage. De fait, dans le cadre du concours lancé vers septembre 1936, il y a eu 5 concurrents. Et 2 arrivèrent ex aequo, à savoir Grelet et Seret, à la suite donc des délibérations du jury,
qui se tinrent le 14 novembre 1936. Donc les deux artistes sont appelés à collaborer, et selon le procès verbal qui est alors établi à la suite donc, des délibérations, l'idée est, d'une part, de conserver la disposition générale du projet de Grelet, et je cite ses tendances régionalistes, et d'autre part, d'en réétudier les détails en retenant du projet de Seuret, je cite, un certain esprit du modernisme et de fraîcheur. Les archives Grelet comportent de façon assez exceptionnelle au moins, si ce n'est plus, une centaine de documents graphiques de diverses natures qui se rapportent spécifiquement à cet espace de sa participation au pavillon. À commencer par des projets aquarellés comme celui-ci, qui correspondent manifestement donc à son projet au moment de sa participation au concours. Je vous en montre d'autres ici. Projet d'un esprit qui demeure essentiellement régionaliste, mais dès le dépôt de son projet, lorsqu'il participe au concours en octobre 1936, Grelet précisait qu'il avait surtout travaillé à la disposition du lieu plutôt qu'au mobilier. Maints documents du fond permettent en tout cas de voir la mise en place de la collaboration entre les deux artistes, sans qu'il soit nécessairement très simple de connaître la part de chacun. Ici, vous avez en tout cas un calque qui montre bien comment la disposition finale de l'ensemble est ici mise en place, même si ce document n'est pas daté. Vous voyez qu'on a une signature commune désormais. On retrouve cet esprit régionaliste de l'ensemble, mais évidemment, les meubles, tels que vous les avez vus également dans les photographies que je vous montrais, sont des lignes épurées, assez caractéristiques de l'art déco, et notamment de l'art déco du tournant des années 30. Le fond comprend beaucoup de documents, des documents variés, comme ceci, avec ses lettrages, peut-être pour la conception d'étiquettes, d'affichage, comme c'est le cas ici aussi pour cet autre document, avec notamment le plan de cet espace, mais aussi les noms de divers collaborateurs des deux artistes, parmi lesquels on pourrait retenir, alors il y aurait certainement des recherches à faire sur l'ensemble, aussi à partir du fond que je n'ai pas pu analyser dans le détail. On pourrait retenir le nom, notamment ici, j'ai essayé de conclure assez rapidement, de Simone Delattre pour des tapis, rideaux et luminaires. Originaire d'Amiens, Simone Delattre est également connue pour avoir été peintre, également comédienne, et elle épousait la même année 1937 le célèbre créateur de bijoux art déco, Jean Després. Et ainsi trouve tout le nom de Delattre. Ici, vous voyez sur le dessin d'une lampe, typiquement art déco, et qui est employée dans le coin de Madame. Alors, s'il n'est pas simple de déterminer les rôles des uns et des autres, en tout cas, vous avez cet autre dessin de motifs ornementaux qui était destiné à orner les meubles. Ce dessin-là porte la signature de Grelet et l'inscription suivante, en communication avec Mademoiselle Delattre, avec prière de me le retourner. Quelques autres exemples, si j'ai le temps vraiment très rapidement. Un dessin ici de la cheminée avec la signature de Grelet. Ici, ces dessins, on ne s'en rend pas compte, mais ils sont de très grandes dimensions. Il y a un calque et un dessin pour les motifs de l'âtre de la cheminée. Ici, vous le voyez, de grandes dimensions également pour la ferronnerie. Voilà, donc beaucoup reste à faire pour étudier ce fond assez exceptionnel. Aussi est-il un témoignage d'un ensemble, donc cette salle picarde, qui tente, je l'ai dit, une synthèse qualifiée de, je cite, style régional moderne. Alors, s'agit-il pour autant d'un exemple qui serait pleinement à identifier comme d'une inspiration absolument picarde, ou bien procède-t-elle également d'une inspiration plus universellement campagnarde, s'inspirant aussi de modèles tels que ceux que les artistes de l'art déco, que les grands ensembliers de l'art déco avaient contribué à diffuser. Il y a en effet, vous en rendez compte ici, une certaine parenté entre cette salle et, par exemple, le fameux rendez-vous des pêcheurs de trucs de Ruhlmann auquel je reviens ici, que Ruhlmann avait présenté quelques années plus tôt, et on y retrouve un certain nombre de marqueurs, d'éléments communs, les rideaux, la cheminée en briques, évidemment l'horloge également qu'on peut apercevoir dans un coin chez Ruhlmann. Enfin, n'oublions pas que la conception même d'espace domestique collectif, ouvert, sans mur, laissant circuler l'air, avait également été centrale pour bien des recherches relevant du modernisme fonctionnaliste
depuis le Bauhaus allemand jusqu'aux recherches, entre autres, du Corbusier, alors même que ces conceptions pouvaient également trouver certains fondements, certains échos dans les intérieurs de campagne. Je vous remercie pour votre attention.